Voilà, merci d'être avec nous encore pour ce nouveau café littéraire. Alors, il y a un invité de plus, un invité surprise, si j'ose dire. C'est Miles Hanman, à qui j'ai demandé de venir nous rejoindre, parce qu'il est le créateur de nos affiches depuis l'année dernière. Depuis l'année, oui, grâce à l'ENAIC, bien sûr. Depuis l'année dernière, il a fait donc la première affiche, ta première affiche l'année dernière, celle-ci pour cette année, puis celle de l'année prochaine. On ne sait pas encore ce que ce sera. Et c'est grâce, effectivement, à l'ENAIC Durel. Alors, l'ENAIC, avance-toi un petit peu parce que je ne te vois pas. L'ENAIC est avec nous depuis le début du festival. Voilà, c'est une des plus anciennes aussi, oui, avec moi. Hein, voilà. On a commencé en 1990 et elle est responsable depuis de nombreuses années maintenant de toute la mise en place de nos expositions. C'est notre Madame Image et elle fait un travail extraordinaire et je vous invite bien sûr tous à aller voir l'exposition qui a juste là-bas, l'exposition sur les œuvres de Miles. Tu as vu? Je n'ai pas encore vu. Depuis que je suis arrivé, c'est la course. Mais je vais y aller tout de suite. C'est bien, hein, c'est bien. Oui, alors Miles est illustrateur, peintre, dessinateur de BD franco-américain. Il entretient une longue histoire avec Étonnant Voyageur. Ça a commencé tôt puisque je crois que tu es venu ta première exposition, c'était en 1990. Oui, ça commence à dater. C'était la première année. La première année. Voilà. Et donc on est vraiment très heureux de te retrouver. Et je laisse peut-être. Tu veux rajouter un mot? Il y a tellement de choses à dire sur Milesy quand même. En dehors de Saint-Malo, il a une vie. Ah bon? Oui. Bah, il exagère. Il a une vie parce qu'il a étudié la gravure, le dessin à l'université Wesleyenne dans le Connecticut avant de s'inscrire à l'école des beaux-arts de Paris, ce qui explique qu'il est aussi bien français qu'américain du Nord. Sa rencontre avec l'éditeur Étienne Robial sera décisive puisque les premiers albums paraissent chez Futuropolis dès 1987. Futuropolis, je l'ai dit correctement, non bon. Donc on a dit que c'est le plus français des dessinateurs américains. Je ne sais pas si on dit le plus américain des dessinateurs français. Ça peut, pourquoi ça pas. pourrait. Hein. Bon, il y a plein de travaux, des illustrations pour des albums, des revues. Des plus grandes, hein, des deux côtés de l'Atlantique, le New Yorker, le New York Times, mais aussi pour Gallimard, pour Actes Sud, pour Libération, pour 21, pour Le Monde, et j'en passe de nombreux. Des expos, des dessins dans des galeries d'art. En dehors de Saint-Malo, il y a d'autres expositions aussi, un peu partout, dans le monde. Et puis des publications, une vingtaine d'albums à ce jour. Le dernier, c'est America avec un texte de François Bunel. Voilà. Qui est juste là. Qui est sorti hier. On avait demandé à François de venir et il ne pouvait pas cette année. C'est même en avant-première. Il sort à la fin du mois. Donc, il sent encore l'encre. Ah oui, c'est vrai. Le précédent, c'est La vie secrète des écrivains, un scénario de Guillaume Musso. C'est quoi La vie secrète, hein? Ah, mais il ne faut pas le dire, justement. Et puis des albums de bande dessinée avec Fromental, en particulier une romance anglaise, Le coup de Prague, un livre d'après James Ellroy, Le Dahlia noir, un autre d'après Jules Verne, Le Sphinx des glaces, un autre d'après Sepulveda, le regretté Sepulveda, L'histoire de la mouette et du chat. Ah ouais, j'adore ce livre. Ah bah oui. Hein. Ah ouais. Voilà. Et ben, qui lui a appris à voler. J'ai pas dit tout le titre. Ouais. Qui lui a appris à voler. Et puis voilà, puis plein d'autres choses. Alors, donc, on va continuer tout de suite. Alors, on a à côté de nous Emmanuel Lepage, et je trouve que vous avez un air coquin. Oui, c'est vrai. Commencez pas. Non, mais je trouve là, je vous regarde depuis tout à l'heure, Edmond Baudouin, je trouve que vous avez un air coquin. Voilà. Et donc, on va parler avec vous tout à l'heure de votre livre Au pied des étoiles, mais on va faire vite avec Miles parce qu'il est extrêmement pris. On habitait un temps dans le même immeuble. Oui, ah bon? C'est vrai. Ah, oui, on avait 9 rue Campagne Première. Dans un vieil immeuble magnifique à Paris, à Montparnasse, avec on avait nos ateliers à côté. Ce bâtiment avec les grandes verrières tout en haut, Campagne Première. Pas l'immeuble Art déco, on ne le voit pas depuis la rue. C'est au numéro, je ne me rappelle plus, mais bon, on pousse une porte et on découvre des structures absolument incroyables. Voilà. Voilà, alors, donc,
Lénaïque, c'est à toi de nous parler. C'est toi qui parles le mieux de tout ce qui est dessin, comme on l'a image. dit, tu as énuméré tous les livres. Moi, j'ai encadré la première exposition, je crois, d'Étonnants Voyageurs. C'était toutes des pastels secs de Miles, toutes les couvertures de Terre d'aventure. Et puis depuis, au fil du temps, on s'est retrouvés pour Le Noir, pour La Fureur de vivre de John Thompson, le lancement de la collection Rivage Noir Casterman, Le Sphinx des Glaces avec Jules Verne. Et donc c'est intéressant de connaître quelqu'un depuis de longues années et de voir son travail évoluer. Il y avait une immédiateté pour moi à me dire, c'est lui qui fera l'affiche, parce que coloriste, le dessin, et puis l'étrangeté, toujours cette part de mystère dans chaque image qui fait qu'on rêve et qu'on peut se raconter, nous, une propre histoire que tu nous donnes à imaginer. Ouais. Voilà. Ben, merci. C'est une longue confiance et je suis vraiment ravi d'être de retour parce que de mon côté, moi, je vois le festival changer aussi depuis le temps, pris beaucoup d'ampleur. Oui, et puis là, ils ne sont pas tous là encore. Hein. Ils sont un peu moins nombreux d'ailleurs. Je sais pas, t'as pas remarqué, hein, Maëtte, là c'est un peu vide aujourd'hui, je trouve. Où ils sont vos amis? Oui. Donc, est-ce que tu as des questions à poser à Miles? Ah bah oui. Allez, des questions. Elle le connaît trop bien, Une mais question que tu n'as jamais osé lui poser. Elle a peut-être encore des questions. Moi, je me rappelle, c'était ici même à Saint-Malo, pas pour ce festival, je crois, mais pour un autre, où on s'est retrouvés pour évoquer cette possibilité de faire non pas une, mais un trio d'affiches. Et c'est vrai que du coup, la possibilité de réfléchir sur une suite d'images est presque comme une narration. Et on peut presque vraiment explorer, prolonger le rêve et raconter quelque chose à travers ces affiches. On n'a pas la première, nous, affichée ici. C'est dommage. Elle a eu tellement de succès qu'elle est épuisée. Dès l'année dernière, elle a été épuisée. Et tu sais déjà, tu ne vas pas nous dévoiler, mais tu sais déjà, elle est déjà en cours, la troisième ou pas? Ah oui, toujours. Dès que je finis une, je commence un peu l'autre. Je n'ai pas encore vraiment les esquisses ni les choses concrètes, mais je vais vaguement dans une direction qui va réunir ces éléments, mais sous une autre forme. Est-ce que tu peux nous dire un mot alors de ce travail là que je montre? Je ne sais pas si la caméra le prend, j'espère. Voilà. Alors ce livre américain regroupe un certain nombre d'images de réflexion sur mon pays d'origine, mon pays de naissance. Il s'agit en grande partie de peintures, de dessins récents. Voilà, avec une très belle design graphique de Carol Schilling Design. Et voilà, on est dans vraiment une réflexion approfondie sur un lieu paradoxal, complexe, où j'essaie de raconter quelque chose qui n'est ni, je veux dire, c'est ni du rêve ni du cauchemar, mais quelque chose entre les deux. On est vraiment dans quelque chose de fantastique qui évoque ce pays si complexe. Et qu'adore aussi François Bunel. Hein. Voilà. Moi, je me rappelle de ses reportages faits en Amérique sur les différents écrivains que la plupart on connaît très bien ici pour les avoir reçus. Comment ça s'est fait ce travail? Nos chemins s'étaient déjà croisés pour sa revue America. Oui. Et par la suite, voilà, en fait, c'est Locus Solus qui a fait des présentations. On se connaissait l'un et l'autre à travers notre travail. Mais c'était l'occasion vraiment de se rencontrer, de discuter, de comparer un peu nos visions, nos envies, nos impressions. Lui, donc français, américanophile, moi, américain expatrié, avec un regard qui est évidemment un peu un regard personnel, mais aussi qui nourrit tout ce que j'ai appris en France, puisque je vis ici depuis maintenant un certain nombre d'années, tout ce que j'ai appris ici sur mon pays, que ce soit à travers la littérature, le cinéma, et aussi un peu le regard qui est à la fois assez positif, mais aussi critique sur ce pays étrange. Alors, il écrit ceci, François. Miles est le peintre des souvenirs, y compris de ceux que nous n'avons pas vécus, mais que nous avons imaginés. Il peint une Amérique fantasmée, un peu hallucinatoire, au confluent du rêve et de la réalité, où tout est vrai sans jamais être exact, mais il n'y a pas de meilleure définition de la fiction. Super.
C'est tout à fait ça. Et ça croise exactement la nature de mon inspiration, c'est-à-dire de ne pas documenter, de ne pas chercher à donner une sorte d'image panoramique, géographique du lieu, mais vraiment d'essayer de puiser dans quelque chose de plus intime. Eh bien voilà, ça s'intitule America et vous pouvez le découvrir puisqu'il vient d'arriver sur le stand du salon du livre. Et bien sûr, vous allez voir aussi l'exposition. Ben oui, elle est juste au même niveau et c'est une merveille d'avoir autant d'originaux. Profitez-en. Vous voyez tout ce travail de dessin merveilleux. Et puis c'est un jalon sur aussi tout un parcours parce qu'on a les premiers livres, le manuscrit de l'homme à deux têtes chez Futuropolis, et puis la VC, le grand format. Enfin, et puis on remonte comme ça jusqu'au dernier livre. Alors c'est grâce à toi aussi que nous avons sur ce plateau Edmond Baudouin et Emmanuel Lepage pour ce livre, ce gros livre qui est paru chez Futuropolis et qui s'intitule Au pied des étoiles. Alors pour les présenter, tu vas compléter si ça. Moi j'ai lu quelque part qu'Edmond Baudouin est l'un des pionniers de l'autobiographie dessinée. C'est pourtant sur le tard qu'il vient à la bande dessinée après avoir été comptable dans un grand hôtel niçois. Ah, ça mène à tout. Il remplit les blancs de magazines par ses dessins dès les années 70, les expose et se fait repérer par un éditeur. Se révèle alors un conteur intimiste, maître du noir et blanc, au style anticonformiste. Il publie plusieurs albums chez Futuropolis, dont le directeur dit de lui « Baudouin, je ne comprends rien à ce que tu fais, et même j'aime pas trop, mais tu cherches. » Alors je t'édite. C'est super ça, d'avoir un éditeur comme ça. C'est quand même incroyable. Vous vous êtes rencontrés tous les deux. Eh bien, devinez où Oui. Devinez où Sur la plage ici à Saint-Malo. Voilà. Au début des années 90, c'est ça? Oui, il y a 30 ans, un peu plus de 30 ans maintenant. Oui, bah oui. Bon, vos univers sont très différents. On va y revenir tout à l'heure. Et puis vous allez nous expliquer comment vous avez décidé de faire ce livre. Alors c'est marrant, on dit toujours à quatre mains, mais je suis toujours surprise qu'on dise à quatre mains parce qu'on fait ça qu'avec deux mains quand même. Oui, mais il y a Toi, une t'as main et lui il a une main. Il y a une main qui tient la feuille. Ah, c'est pour ça, tu crois? Alors Emmanuel Lepage, alors, on raconte, alors est-ce que que c'est en découvrant Tintin à l'âge de 7 ans que tu comprends que tu souhaites devenir auteur de bande dessinée? Oui. Pari réussi pour ce voyageur à la fois dessinateur, scénariste, coloriste et depuis 2021 peintre officiel de la marine. Attends, c'est important. Voilà, et tu avoues que ta plus grande influence graphique vient de Pierre Joubert. Ben oui. Il y en a d'autres, hein, mais oui. Tu publies aujourd'hui des BD reportages issus de tes voyages, comme Un printemps à Tchernobyl et Les fleurs de Tchernobyl, retraçant ton expédition de 2008 en Ukraine au sein de la zone contaminée. Tu es venu à Étonnant Voyageur en 2022 pour Cache-Cache Bâton. Mais avant, pour Tchernobyl, pour oui, Kerguelen, pour d'autres. On a une Kerguelen, oui, Oui, c'est Lénaïque avait fait une exposition là aussi dans le café là-bas. Alors, comment a eu lieu cette rencontre? En fait, on le sait quand on a un petit peu regardé le livre, mais vous nous racontez un petit peu? Eh bien, nous y sommes pour rien. Oui. Hein? C'est un professeur de Grenoble, José Olivares Flores, Rosé qui est professeur à Grenoble et qui avait envie il est à moitié chilien, lui. Il n'est pas à moitié états-unien, US. Il est à moitié chilien. Et le Chili, c'est une partie de son pays, et de sa vie, de son enfance. Et il voulait amener des lycéens au Chili avec 2 dessinateurs. Voilà. Et il nous a mariés sur ce projet. Et nous, eh bien, on a été d'accord tout de suite, parce que... C'est lui qui vous a choisi, l'un et l'autre. Exactement. Voilà, c'est oui. pour ça que c'est pas nous qui avons décidé la rencontre. C'est lui qui nous a mis, qui
dans un premier temps, on m'a demandé si je voulais y aller, puis très vite, il m'a dit, mais il y aurait Emmanuel aussi. J'ai dit, ben oui, on va. Voilà, ça a commencé comme ça. Il nous a mariés, entre guillemets, puisque l'idée donc, était d'aller voir les étoiles dans le désert d'Atacama, donc voir avec des élèves, donc d'aller là-bas dans un but scientifique, d'une certaine manière, au début. Et Edmond, tu avais travaillé avec Cédric Villani. Et moi, j'avais participé à quelques expéditions scientifiques dans les terres australes et en Antarctique. Donc, l'un comme l'autre, nous avions évoqué la science à travers nos récits. Et c'est ça qui lui a donné l'idée. Et en même temps, avec des styles totalement différents, non ? Effectivement, voilà, on va dire 2 écoles, mais c'est pas des écoles, chacun fait comme il peut. Je fais que comme je peux, et Emmanuel fait que comme il peut. Et notre manière de faire comme on peut, ça fait que nos styles sont différents, mais tout le monde est différent. Ah, mais c'était pas un reproche, au contraire. Non. C'est simplement que, effectivement, dans le livre, ça fait une musique comme si on mettait de la musique classique et puis du rap. Donc le rap, c'est toi et moi la musique classique, c'est ça? Mais alors, c'est ça qui est intéressant, justement, et c'est ce que vous mettez en avant, d'abord dans cette relation qui n'est pas une relation, parce que vous avez 25 ans d'écart, c'est ça, hein? C'est pas une relation de maître à élève ou de père spirituel ou quelque chose comme ça. C'est une relation qui est celle du dessin, celle d'une amitié, mais qui est quand même celle d'une transmission de quelque chose, ou plutôt d'une confrontation entre ces deux styles, ces deux matières. Je dis matière parce que c'est deux matières différentes justement de dessin. Oui, non, je pense qu'on établit une forme d'égalité en fait entre nous. On n'est pas dans une relation maître-élève. C'est certain, on n'appartient pas aux mêmes chapelles dans la bande dessinée, mais comme tu disais, Edmond, nos préoccupations sont les mêmes. C'est comment représenter le monde, comment exprimer notre sensibilité à travers le dessin. Notre dessin est aussi limité à nos capacités, à notre combat avec la feuille de papier, de nos frustrations aussi à ne pas pouvoir faire ce que l'on aimerait faire, mais qui est aussi une motivation à continuer. Et je pense que malgré pour ceux qui imaginent qu'il y a des cases effectivement dans la bande dessinée, eh bien, en fait, notre rencontre montre que finalement nos préoccupations graphiques, narratives, artistiques, finalement, sont les mêmes. Oui, on cherche la sensibilité, on cherche à dire le mieux possible ce que nous avons en nous. C'est un livre, tu as dit 4 mains, c'est un dialogue, c'est évidemment le regard sur les autres et le partage. Vous dessinez l'un l'autre, vous discutez, et tous les deux, vous aviez une histoire aussi avec le Chili. C'est un pays que vous connaissiez l'un et l'autre avant de faire ensemble ce voyage. Oui. Moi, le Chili, j'avais eu l'occasion d'y aller deux fois, mais là, on était dans une période très particulière qui était l'élection de Gabriel Boric, donc qui a été élu à gauche. Et c'était un moment très, très important parce que Gabriel Boric voulait porter une constitution qui était en cours d'élaboration, une nouvelle constitution, cette fois, parce que le Chili vit depuis la fin de la dictature sur une constitution qui a été imaginée par le régime Pinochet. Et donc, c'est une constitution où c'est très difficile en fait, de faire changer les choses. En 2019, il y a eu des révoltes au Chili et qui ont abouti à l'élection d'une assemblée constituante. Et donc ce président élu devait porter cette constitution. Et donc ça suscitait un très très grand espoir de la part d'une partie des Chiliens, parce que justement c'était enfin tourner la page de la dictature. Et cette proposition constitutionnelle était extrêmement excitante, enfin pour nous, parce qu'elle était une réponse avec à ce 21e siècle de tous les dangers. Une constitution inclusive qui donnait des droits à la nature, aux
aux communautés mapuche, en fait toutes les communautés autochtones, qui reconnaissaient aussi le droit à l'avortement dans la Constitution. Si elle avait été votée, ça aurait été le premier pays à avoir l'avortement dans son constitution. Donc il y avait une excitation, on avait l'impression d'être au bon endroit, au bon moment. Et c'est vrai que moi, ça me parlait beaucoup parce que l'histoire du Chili, j'en ai beaucoup entendu parler dans ma famille. J'ai eu l'occasion aussi j'habitais rue Salvador Allende à Paris, donc c'était quand même quelque chose d'assez important pour moi. Et je travaillais dans un centre international d'accueil où je rencontrais des réfugiés chiliens. Et mon première rencontre avec l'Amérique du Sud s'est faite par ces réfugiés chiliens. Et donc partir au Chili à ce moment-là, effectivement, moi, m'évoquait beaucoup de choses. Je me suis promené 2 fois avant au Chili. Les 2 fois parce que j'étais invité. Au fond, je ne voyage que quand je suis invité. Pas mal, c'est bien. Et je m'étais déjà promené, donc. J'ai même eu une histoire d'amour là-bas. Ah. Tiens, ça alors. Ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Oui. Étonnant. Et là, c'était pour aller, ce qui m'intéressait, c'était d'aller avec les lycéens, justement, de regarder un pays, le monde dans lequel j'étais allé me promener, aller voyager, rencontrer déjà des gens, des lycéens, des étudiants chiliens, mais là, avec des lycéens français, de regarder un pays qu'ils n'avaient jamais vu, eux, et de le voir avec leurs yeux. Ça m'intéressait de marcher avec eux, surtout que c'était pour aller voir les étoiles. Aller à Atacama, cet endroit où il y a les grands observatoires qui regardent les étoiles, et d'être avec eux dans ce cheminement jusqu'aux étoiles. Chose que moi, je n'ai pas vue, parce qu'il y a eu 2 voyages. Dans le premier voyage, je n'irai jamais à Atacama. Je suis allé 3 fois au Chili, mais pas à Atacama. Mais j'ai aimé quelqu'un là-bas, oui. Alors c'est bien, c'est pas mal. C'est d'autres étoiles. Et bien voilà, la chose qu'on a fait par contre, tous les deux là, puisqu'on est différents, mais qu'on est très proches en vérité, puisqu'on dessine et que ça n'est pas facile de dessiner, d'être devant le papier et d'essayer de mettre ce que nous sommes, je l'ai dit tout à l'heure, sur le papier. Bien là, nous avons marché beaucoup dans les Andes et comme ça se fait, quand 2 personnes marchent, elles parlent aussi. On a donc beaucoup parlé. Et ça, c'était beau, parce que là, on se connaissait, il y avait une amitié déjà, mais là, il y a quelque chose de plus fort qui s'est passé, d'échanger effectivement sur qu'est-ce que c'est l'art de la bande dessinée. Alors justement, c'est un livre quand même assez exceptionnel. C'est un peu un ovni, entre guillemets. C'est un roman graphique dense, à plusieurs voix, et qui va aborder des tas, qui va nous emmener partout, dans le politique, dans le social, auprès des adolescents. Dans l'intime, dans la maladie. Oui, voilà. Et dans les étoiles. C'est universel et ça nous... c'est une invitation à rêver. D'où venons-nous? Il y a une très belle citation d'un autre invité du festival que tu aimes beaucoup, Mircea. Je connais pas bien la prononciation. On va recevoir. Oui, voilà. Oui, tout à l'heure, je l'ai vu. On va le recevoir, Il y avait 18 ans qu'on ne s'était pas vu. Ah, super. Ben, il va passer aussi, là. Mais alors, moi, je vais vous poser des questions par rapport au projet initial. Il y a le voyage, évidemment. Vous partez en voyage. Et est-ce que vous dites quoi? Qu'est-ce que ça va donner, le livre? Comment on peut projeter le livre futur à venir On ne sait pas, en fait. On ne sait pas parce que, comme tu disais, rien ne se passe du tout comme prévu. Finalement, on va partir à 4 sans les étudiants. On ne va pas pouvoir aller dans le désert d'Atacama, on ne va pas pouvoir descendre dans le sud. On est limité par le Covid, tout simplement. Mais au début,
début, on hésite un petit peu, on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Et Edmond, tu dis une chose très juste, il me dit on est comme les chats, on retombera toujours sur nos pattes, mais il y a quand même un moment, on est quand même dans le vide, et ce moment est assez vertigineux quand même. Et voilà, je pense que très très vite, on s'est rendu compte que c'était avant tout une histoire de rencontre, et que nos préoccupations sur le dessin étaient une chose, mais il y avait aussi bien d'autres choses. C'était sur la vie, l'urgence à vivre. Justement, je voulais te poser la question, parce que donc, tu le racontes, c'est raconté dans le livre, tu as dû affronter d'abord la maladie avant de faire ce voyage. Et je me demandais si, finalement, comme tu avais beaucoup déjà voyagé avant, est-ce que ça a changé ta manière je sais pas, de ressentir les choses? Et la maladie? Oui. C'est étrange en fait d'en parler devant tout le monde comme ça. Ben, tu en parles dans le livre, hein, sinon oui, je te le dis dans poserai le pas livre, la mais question. c'est vrai qu'on se cache peut-être derrière un livre. Mais Ouais. oui, disons que je pense que dans un premier temps, en fait, je me suis dit pas déjà. En fait, j'avais déjà tant de choses à faire. Bah oui. Mais une fois la maladie derrière moi, je pense que c'est venu progressivement en fait une urgence à vivre, à créer, à dessiner, de plus perdre de temps, en fait, de choisir aussi des choses que j'ai vraiment envie de faire, en fait, des choses qui m'ennuient, je les mettre de côté. Une plus grande exigence aussi, je pense, dans les rencontres, d'aller vraiment au cœur des rencontres, vraiment d'avoir une grande intensité dans les gens et dans les relations que je peux tisser. Oui, il y a une sorte d'appétit insatiable. En fait, j'ai vraiment l'impression de plus penser pareil, en fait. Je crois que c'est ça. Il y a quelque chose qui est assez ineffable, en fait, mais je pense que c'est ça, en fait. Je pense plus pareil. Évidemment, vous êtes auteur de bande dessinée, donc il y a le dessin, et vous parlez tous les deux de cet acte de création qu'est le dessin, mais vous êtes aussi auteur de texte. L'un et l'autre, vous écrivez. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un vrai travail textuel d'auteur, et vous êtes aussi bien l'un que l'autre. Et il y a plein de choses qu'on peut sortir comme ça, qui sont des textes, des phrases très fortes. En particulier, celle de votre rencontre, justement, qui est en lien avec le sujet, le titre, c'est-à-dire que vous êtes comme deux planètes, une planète et une autre, même si vous êtes loin, 25 ans d'écart, vous êtes aussi proches, et vous avez votre propre trajectoire, mais deux planètes qui sont comme ça, qui se rencontrent, ça arrive, chacune a sa trajectoire, mais en réalité, la trajectoire est modifiée par la rencontre. Vous modifiez votre trajectoire l'un et l'autre. C'est pas un qui attire l'autre, c'est les deux trajectoires se modifient. Ça, c'est écrit mieux que ce que je suis en train de dire. Et puis il y a aussi cette réflexion sur le dessin et sur la manière finalement d'essayer soit d'accorder les couleurs, soit au contraire de laisser la place à la dissonance, de laisser la place à la confrontation des matières. Et c'est aussi vos deux styles qui sont différents. Comment ça se passe? Parce que finalement, ce qui se passe là, c'est qu'on a l'impression au bout d'un moment qu'on ne sait plus trop qui a dessiné quoi et qui a écrit quoi, au fond. Même si on reconnaît bien votre style. Je peux juste une chose peut-être sur la façon qu'on peut avoir justement de travailler, notre façon de concevoir la bande dessinée, pour bondir sur le cancer par exemple. C'est toi, Edmond, en fait, qui va faire une page le jour où je vais te l'annoncer. En fait, avant de partir, Edmond, tu avais déjà fait une bonne vingtaine de pages. Dans ces 20 pages, il y avait une page sur le cancer. Et je l'ai compris comme une invitation pour moi à en parler. Je pense que je ne pensais pas en parler dans ce livre, parce que je pense que c'était encore très frais et très intime. Mais je pense que à ce moment-là, en faisant cette page, tu me disais, bah vas-y, voilà, si tu as envie. Voilà. Et souvent, je pense que ça a été ça, où moi je faisais une proposition et tu rebondissais dessus, ou tu me faisais une proposition, je rebondissais dessus. Ça a été cet échange en fait tout le temps. En fait, et c'est ça, en fait, je pense qu'il y a une forme d'égalité en fait qui s'est créée dans ce livre.
une forme d'égalité dans l'urgence aussi. Toi, c'est sortir d'une maladie. Moi, c'est une maladie définitive. J'ai 82 ans. Il y a une urgence aussi. Et donc, il y avait cette chose-là qui nous unissait très fort. Quant à ce que tu disais de la confrontation, de la musique différente, ça, c'est quelque chose qui me plaît tellement dans la vie, de mêler, de confronter des musiques différentes, parce que c'est comme ça la vie. C'est ce mélange. Nous ne sommes jamais le même. Nous sommes, même dans la même journée, nous avons plusieurs couleurs. Et cela, d'être ensemble et de mêler ces couleurs différentes ou ces notes différentes, je crois que c'est une des raisons pour laquelle ce livre est important. Parce que je crois que c'est un livre important. Je pense que c'est un livre de vie, parce que, bon, là, on parle du cancer, la mort, de la vieillesse, enfin. Mais alors que en fait, ça a été finalement assez joyeux, en fait, comme livre, comme relation. On a beaucoup ri, on a beaucoup discuté, on a dansé dans la rue. C'était génial, en fait, aussi. Oui, le soir du 19 décembre 2021, avec Emmanuel, j'étais au bon endroit au bon moment. À Santiago, dans ces rues où s'écoulait un fleuve de rires, de pleurs, de chants. On marchait tous les deux dans un courant où quelquefois le monde bascule. Lorsque nous quittâmes cette humanité pleine, dans le silence des avenues tranquilles, j'ai accolé cette nuit à celle où dans les Andes nous marchions sous la voûte des étoiles. Le ciel paraissait immuable et pourtant nous le savions, en évolution constante, en révolution, naissance et mort. Comment faire tenir dans ce livre la vie des hommes et celle des galaxies? Emmanuel et moi, nous dansons dans la rue. Oui. Oh. Et voilà. Ah, c'est super beau. Quand je disais qu'il y avait des beaux textes, voilà. Mais alors justement, à propos de la musique, elle est là, mais pour faire le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur le Chili, sa violence et la manière dont il y a eu aussi des répressions, y compris récemment, c'est... à un moment, il y a cette phrase, faire la grève, c'est aussi faire de la musique, parce que c'est la vie. Faire la grève, c'est se manifester, et se manifester, c'est être vivant. Faire de la musique, c'est se manifester, c'est être vivant, faire du bruit. Ça te plaît aussi, ça, Edmond? Oh, oui. Danser, chanter, faire opposer à ce qui se passe aujourd'hui, où la mort est quand même très présente et où c'est difficile, quand on se lève le matin, d'avoir un sourire sur le visage quand on sait ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe en Ukraine. C'est très difficile et effectivement, qu'est-ce qu'on peut y opposer? On ne peut y opposer que la vie. Hein, pourquoi pas de se mettre en colère aussi, mais d'y opposer, de chanter, de danser, de faire des livres pour les auteurs qui sont là, de dire quelquefois à votre place. Je veux dire, puisqu'on a... Des éditeurs nous ont donné cette responsabilité ou cette possibilité, comme vous voulez, mais qui sont les deux, qui sont une responsabilité. Alors il faut le dire. Alors il faut danser, il faut chanter, il faut dire comment on est malheureux et comment on essaye d'être heureux, d'amener quelque chose pour continuer la vie. C'est ça le regard coquin que tu voyais dans son regard, tu sais? C'est ça. C'est l'espièglerie. C'est un livre d'une générosité incroyable. Ouais. Et ce qui est étonnant aussi, c'est, comme tu dis, tu n'as pas vu le désert d'Atacama, mais on a l'impression que tu y es, que votre dialogue ne s'interrompt jamais. Tu dessines en rentrant, le livre se continue, le dialogue se poursuit. Oui, dans le deuxième voyage, mais là, c'est toi qui peux en parler. Oui, donc moi, je suis parti en fait avec les étudiants après, voilà. en mai, donc en avril, donc 4 mois après notre retour avec Edmond. Et la question s'est posée de savoir comment toi, Edmond, tu pouvais être là. Moi, je t'ai proposé en fait une structure. Je t'ai raconté en fait ce voyage. Je t'ai proposé une structure dans laquelle tu es intervenu avant même que moi-même je fasse les pages.
Et il y a un moment important en fait, dans ce livre d'échange justement avec ces jeunes gens. Et il y a des choses tellement fortes qui me sont confiées par ces jeunes gens sur leur vision du monde, sur leurs souhaits, leurs désirs, leur sexualité aussi. Et ces jeunes gens m'ont vraiment touché, fasciné, en fait. Enfin, ils m'ont vraiment bouleversé. Et j'ai voulu à ce moment-là que Edmond, tu reviennes dans l'histoire. Mais vu que tu n'étais pas dans le voyage, il a fallu trouver une réponse en fait, graphique pour le faire. Et on a imaginé une scène où ce sont toi et moi qui continuons à marcher dans le désert, mais sous forme de fantômes, en fait. On a appelé ça les pages des ectoplasmes. Et c'est des pages... voilà, où je pensais que c'était important à ce moment-là de renouer cet échange, en fait, c'est vraiment qu'il y ait une discussion entre nous à ce moment-là par rapport à ce que nous apprenaient en fait ces jeunes gens. Ben oui, voilà, il a dit, hein, j'ai rien rajouté là. Non, oui. Moi je voudrais ajouter, parce que les originaux de ce livre, ils sont à voir à la chapelle Saint-Sauveur intramuros, et qu'un livre ne dit pas du tout grand-chose de votre travail. Il faut les voir réellement, parce que les planches d'Emmanuel n'ont pas la même taille, c'est pas du tout les mêmes gestes, donc c'est important d'aller les voir, en vrai. Et moi, Emmanuel, je me posais la question, alors, vous partez avec quel matériel? Vous prenez l'avion, on vous demande de dessiner, de rapporter des choses. Qu'est-ce qu'il y a dans votre sac quand vous partez? Alors, des couleurs, d'un pinceau, de l'encre de Chine, du papier. Moi, je travaille tout en 21, 29/7, oui. Donc j'amène des pages. Il se trouve que je finis les pages là où je suis. Hein. Voilà. Je ne reprends pas les pages. Voilà, elles sont faites. Elles sont... Et le texte en fait partie aussi. Voilà. Voilà. C'est de l'écriture, des dessins. Mais... Tandis que toi, Emmanuel... Tandis qu'Emmanuel travaille différemment. Voilà. Moi, je prends des notes en fait au cours du voyage. Je fais beaucoup de croquis, mais je suis absolument incapable de faire des pages de bande dessinée au cours d'un voyage. Enfin, je n'y arrive pas. En fait, je suis très admiratif d'Edmond qui est capable de le faire, parce que ce que dit pas Edmond, c'est qu'il le fait au plus sans crayonner, donc direct. Donc c'est assez extraordinaire. Hein. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui dessinent, mais c'est de faire des pages à l'encre sans crayonner. Chapeau. Hein. Donc moi je ne suis pas capable du tout de faire ça. Il croit, mais souvent c'est comme, alors qu'il est capable de se jeter dans l'eau froide, moi je lui dis, mais il suffit, c'est comme quand tu vas dans ton océan, là, et elle est froide, 15 degrés il paraît actuellement, donc tu descends là-dedans, et moi je fais la même chose avec le papier, il le sait. Edmond est niçois, hein, donc ceci explique cela. Non, après, je reprends toutes ces notes et je fais la bande dessinée après, à mon retour. Cependant, on a quand même écrit toute la première partie dans le temps du voyage. Quand nous sommes rentrés, quasiment toute la première partie du récit était là. José conduisait. Sa fille, Selena, indiquait le chemin. José, le prof, donc, dont on a parlé au début. Et nous, on était à l'arrière. Alors, le Chili, c'est très grand, hein, c'est très long, donc on avait du temps. Et l'arrière de la voiture était un petit peu notre atelier de nos discussions. On faisait des croquis, des mises en scène, des pages. Voilà, on réfléchissait, on échangeait. Si bien que, voilà, au retour, le livre existait pour partie. En tout cas, il y avait tes pages. Et toute la structure du récit. Incroyable, notre intelligence. Donc, allez voir l'exposition aussi à la chapelle Saint-Sauveur. Allez découvrir le livre. Vraiment, là, on vous en a montré quelques images, mais ça ne suffit pas. Et puis, pour finir cette rencontre, moi, je voudrais prendre une phrase que Edmond dit pour répondre à une question des jeunes, je suppose. Qu'est-ce qu'un voyage? Et Edmond répond une trace dans un paysage, une trace en nous. Et en dessous, c'est mis, je me prends pour un professeur. Voilà, un très, très beau livre. Ça ne vous donne pas envie de repartir immédiatement, ça, de refaire un autre voyage à deux?
Je sais pas, en fait, de toute façon, de faire le livre, c'est un voyage, de toute façon. Oui. Donc on n'a pas vraiment arrêté, puis on se revoit beaucoup en ce moment. On continue à vivre finalement plein de choses ensemble. Peut-être pas des livres, mais peut-être un jour. Enfin, bon, on ne sait pas. En fait, on pense pas comme ça. En fait. Vous êtes coloc? Merci en tout cas. Merci à tous les deux d'avoir pris du temps. Bravo. Et à Lénaïque aussi. Merci Lénaïque pour les belles expositions que tu nous proposes, qui sont toujours magnifiques. Voilà les livres dont nous avons parlé, celui de Maël Simon qui vient de sortir, et puis celui donc de... Tout à l'heure, Maël Simon a parlé de son premier livre chez Futuropolis. Oui. Ça s'appelait Milo à deux têtes. Et là, on est toujours chez Futuropolis. J'ajoute quand même qu'ils fêtent cette année leurs 50 ans. Et que c'est une merveille Futuropolis. dans l'édition. Au pied des étoiles, le Et titre. voilà, Au pied des étoiles, Baudouin et Lepage. Super. Merci.